Mesdames et messieurs, c'est un plaisir de nous retrouver chez vous ce soir. Merci d'avoir pris le rendez-vous. Nous allons parler de la Smart Africa Digital Academy, la SADA, dans votre rubrique loi et programme de développement. Nous allons parler également de la laïcité. C'est une valeur républicaine fondamentale selon notre chroniqueur. Vous allez le retrouver dans la rubrique patriotisme et civisme. Et notre spécialiste en participation citoyenne va nous parler de la pratique de la citoyenneté. Elle va nous donner des astuces pour une citoyenneté active. Et en fin d'émission, nous retrouverons Olukayode Olofindi, notre experte en changement de mentalité, pour parler de la peur de l'échec. Voilà le menu de votre émission, le nouveau type de citoyen de ce soir. Merci de nous rejoindre sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Mouvement NTC, la chaîne YouTube, le site Internet et le numéro WhatsApp 97 41 42 67. Qu'est-ce que la SADA, mesdames et messieurs, la Smart Africa Digital Academy? Nous vous invitons dans votre rubrique Loi de la République et programme de développement. Nous vous invitons à découvrir ce que c'est que la SADA. Loi de la République et programme de développement. La Smart Africa Digital Academy. Qu'est-ce que la SADA? La Smart Africa Digital Academy est un écosystème d'apprentissage dynamique panafricain visant à améliorer les compétences numériques, les qualifications, l'employabilité et à répondre aux besoins en talents émergents des décideurs politiques et réglementaires, des employeurs et des acteurs de l'industrie. Elle est une initiative qui a pour objet le développement de compétences au sein des populations afin de donner la possibilité à ces dernières de pouvoir tirer le meilleur profit de la transformation numérique en cours en République du Bénin. La SADA s'inscrit dans le cadre global de l'inclusion numérique de la République du Bénin par le renforcement des capacités des acteurs locaux de l'écosystème du numérique. Quels sont les objectifs de la SADA? D'un point de vue global, la SADA vise à permettre l'amorce de nouvelles initiatives et le renforcement de celles déjà existantes en matière de consolidation des compétences numériques. Collaborer avec les parties prenantes, État, ministère du numérique et de la digitalisation, École des métiers du numérique, pour développer les compétences numériques. Quels sont les domaines d'intervention de la SADA? La SADA est mise en œuvre pour intervenir dans 5 domaines stratégiques, à savoir l'initiative aux technologies de l'information et de la communication pour tous, la promotion des STEAM, la spécialisation informatique, la formation avancée en informatique, le renforcement des capacités des politiques et décideurs. Les formations sont déjà initiées par la SADA et portent sur des thématiques d'enjeux majeurs telles que la cybersécurité et l'intelligence artificielle. Quelles sont les personnes auxquelles s'adressent les activités de la SADA? L'initiative de la SADA s'adresse aux acteurs clés du numérique qui, de par leur position, peuvent jouer un rôle déterminant dans l'inclusion numérique. Pour en savoir plus sur la SADA est une initiative qui tend à répondre à des besoins à court, moyen et long terme en matière d'inclusion numérique. Elle ouvre des perspectives de progrès socio-économique basées sur le numérique. Un nouveau type de citoyen NTC connaît les tests relatifs à la Smart Africa Digital Academy de son pays. Eh bien voilà, mesdames et messieurs, si vous avez besoin d'autres informations sur la SADA, rendez-vous sur le site du secrétariat général du gouvernement ou le site du ministère de l'économie numérique. Nous passons à présent à la rubrique patriotisme et civisme pour parler de la laïcité.
La laïcité, une valeur républicaine fondamentale selon Hugues Hector Zogo, notre chroniqueur de ce soir. Hugues, bonsoir. Bonsoir, Heureuse. C'est exact, le thème de cette chronique est intitulé « La laïcité, une valeur républicaine fondamentale ». Il faut déjà retenir que la laïcité, c'est un principe qui concerne la séparation entre la religion et l'État. C'est donc cette valeur fondamentale qui permet à tous les citoyens se retrouvant au sein d'une même nation, au sein d'une même république, de pouvoir vivre leur foi sans discrimination aucune. Et aujourd'hui, quand on s'intéresse un peu à l'histoire de notre pays, le Bénin, oui, on se rend compte bel et bien que c'est à partir de la période coloniale que la coexistence des diverses religions a pu prendre corps au sein de notre nation. Et cela est bien évidemment marqué par la présence du christianisme, oui, la présence de l'islam, la présence du vaudou et même d'autres confessions religieuses. Oui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand vous vous retrouvez sur le territoire national béninois, vous n'avez pas une seule communauté qui développe une foi. Vous avez plusieurs communautés et chacune développe la foi à travers laquelle elle s'identifie. Et l'État reste de son côté pour pouvoir respecter cette démarche d'essence. Et quand on va un peu plus loin, on peut se permettre de dire que de la Constitution aux différents instruments juridiques internationaux et régionaux, je veux parler par exemple de la Déclaration universelle des droits de l'homme, je veux parler du pacte international relatif aux droits civils et politiques, je veux parler également de la Charte africaine des droits de l'homme, qui ont été des instruments ratifiés par notre pays. Quand vous vous intéressez à tous ces instruments d'ordre juridique, vous vous rendez compte que la laïcité demeure comme un pilier essentiel de gouvernance. D'où l'importance pour nous de faire très attention à cette thématique parce que de plus en plus, il y a au niveau de la sous-région ouest africaine la montée de l'extrémisme violent et du terrorisme. Et cela part bien évidemment du manque de compréhension, et du manque de l'acceptation, du manque de dialogue entre les communautés, entre les différentes religions qui se retrouvent sur le territoire. Aujourd'hui au Bénin, nous ne vivons pas autant de cette difficulté, mais nous devons travailler à pouvoir préserver ce que nous avions pu hériter de nos bâtisseurs. Il faut dire que renforcer la tolérance interreligieuse devient donc une priorité que chaque citoyen, tout comme l'État, doit pouvoir mener. Et donc, le Bénin, c'est une chance pour la sous-région ouest africaine de mener la lutte contre l'extrémisme religieux. Et si nous devons protéger la question de la laïcité, c'est l'intervention de chaque concitoyen qui doit pouvoir nous y emmener. Il est donc important, je dirais, de maintenir un équilibre entre la liberté religieuse et puis les différentes lois laïques. Et il faut aussi travailler aujourd'hui à mettre en place une politique qui donne via des actions pertinentes comme l'éducation à la tolérance entre les différentes religions. NTC le fait très bien à travers déjà cette chronique de ce jour. Et le dernier aspect sur lequel je vais m'attarder un peu sur cette émission, c'est qu'il est capital que le gouvernement, tout comme la société civile, donc chacun se retrouvant dans sa dynamique, et même les différents citoyens puissent veiller à la vigilance, puissent demeurer dans la pérennisation de la laïcité, ce qui fait d'ailleurs une partie intégrante, je vais dire, de notre identité ou même de notre ADN. Pour conclure, je dirais que la laïcité est une valeur fondamentale à ne pas du tout négliger. C'est une valeur qui a contribué à forger l'identité nationale et à préserver la paix dans notre pays. C'est une valeur religieuse qui a donné sens au contexte
de diversité, non seulement religieuse, mais également culturelle. Et donc, si nous sommes aujourd'hui bénéficiaires de cette richesse, il faut que nous puissions rester dans la même dynamique afin de travailler à la transmettre aux générations montantes. Tout à fait. Je pense que vous l'aviez dit, hein, le mouvement NTC, il travaille déjà à travers cette chronique et je ne crois pas que vous et moi, nous soyons de la même religion, mais pourtant nous sommes là, nous cohabitons. C'est ce qui doit être. Et bien évidemment, c'est à travers cette diversité et ce respect de soi, du respect de la religion de l'autre, que nous parviendrons ensemble à construire notre nation. Effectivement. À ces hommes religieux, voilà, qui malheureusement n'acceptent pas les autres confessions religieuses, à ces citoyens qui malheureusement n'acceptent pas les autres citoyens parce qu'ils ne sont pas de la même obédience religieuse que nous sommes tous citoyens du monde, nous sommes tous citoyens béninois et nous devons malgré tout cohabiter, nous devrons malgré tout vivre ensemble et c'est ça qui fait la laïcité dont a parlé tantôt notre chroniqueur Hugues Hector Zogo. Hugues, merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Ce sera tout. À très bientôt. À très bientôt. Mesdames et messieurs, rejoignez-nous sur les réseaux sociaux Facebook, Twitter, Mouvement NTC, la chaîne YouTube, le site Internet et le numéro WhatsApp. À présent, nous installons la spécialiste en participation citoyenne. Emmanuela Repazo, bonsoir. Bonsoir, ma chère Rose. Alors, la citoyenneté, avec vous, nous allons faire beaucoup plus pratique. Nous aurons des astuces. Très rapidement, quelques mots sur la citoyenneté. Ma chère Heureuse, on a beaucoup parlé de citoyenneté déjà. Oui. Nous allons juste comprendre que la citoyenneté fait appel à la personne qui est un habitant, qui assume et respecte ses devoirs en tant que citoyen, qui connaît, qui pratique et qui sait réclamer et espérer la jouissance de ses droits. D'accord. Ça fait déjà une différenciation entre l'habitant et le citoyen. Alors, la citoyenneté s'exerce sur 4 axes. C'est assez structuré. L'axe politique. Au niveau de l'axe politique, le citoyen doit connaître le système politique de son pays et développer des attitudes démocratiques lorsqu'on veut parler du citoyen béninois qui est dans un régime démocratique. Au niveau de l'axe économique, le citoyen doit se mettre en conformité avec les exigences fiscales de son pays et acquérir et pratiquer des compétences professionnelles qui vont améliorer, soutenir l'offre et la demande des services et des biens dans notre pays. L'axe social qui fait appel à ce que le citoyen interagisse avec d'autres citoyens de manière organisée ou non pour soutenir ceux qui sont dans le besoin autour d'eux. Le but de l'axe social, c'est plus un but de loyauté et de solidarité. Il y a l'axe culturel qui veut que le citoyen connaisse sa langue, connaître et valoriser tout ce qui fait appel à sa culture. La langue, les danses traditionnelles, son histoire, sa tradition et autres. Okay. Donc voilà les 4 axes sur lesquels on peut se baser pour parler de citoyenneté. D'accord. Et quels sont les actes citoyens qu'on peut recenser? D'accord. Nous allons partir des axes pour donner des exemples, parce qu'on a déjà parlé des actes en présentant les 4 axes. Voilà. Si je prends l'axe politique, le citoyen, celui qui se veut citoyen, qui n'est pas un occupant, un habitant, doit voter. Il doit pouvoir mobiliser les autres citoyens, c'est des exemples que je donne. Il doit pouvoir mobiliser les autres citoyens à se faire enrôler sur la liste électorale et à aller voter. Il ne va pas se lever simplement et voter, empêcher sa femme et ses enfants ou ses amis d'aller exprimer leur droit de vote. Il doit pouvoir collaborer avec les autorités pour créer le développement, pour co-créer le développement. Si on prend l'axe politique, si je viens au niveau de l'axe économique, un citoyen béninois doit payer spontanément ses impôts. C'est ça. On ne doit pas attendre que les services des impôts nous fassent des rappels et autres.
Lorsque nous sommes un fonctionnaire, nous savons les impôts, les organisations le font systématiquement. Mais les commerçants qui doivent payer les impôts, le foncier bâti qui a des impôts, nous devons nous lever spontanément et aller payer nos impôts. Lorsque nous allons acheter ou lorsque on se fait offrir un service, nous devons réclamer la facture normalisée pour faire évoluer économiquement notre pays. Oui. Sur l'axe social, pris individuellement, nous avons des personnes qui sont dans le besoin autour de nous, que nous pouvons aider. Au-delà de ça, en tant que citoyens, nous pouvons militer dans des organisations qui viennent en aide aux personnes dans le besoin, qui font du social, pour répondre à l'axe social qui veut que nous soyons solidaires entre nous. Si je viens au niveau de l'acte culturel, il y a cette manie que nous avons de ne pas vouloir parler notre langue locale. Moi, je suis fon et c'est avec fierté que je parle mon fon natal. Ma maman est Minan, c'est avec fierté qu'elle m'a appris le Minan et que je m'exprime aisément en Minan. J'ai bien envie d'apprendre d'autres langues de mon pays pour que quand je sors de mon pays, je puisse m'exprimer dans ces langues pour que, oui, je puisse faire prévaloir ma culture. C'est ça, c'est ça. Nous devons connaître nos langues. Regardez notre belle Amazone qui est érigée là. Toute l'histoire, toute la fierté qui est autour des Amazones. Nous devons être en mesure de connaître ces choses-là et de faire leur promotion au Bénin comme à l'extérieur du pays. Donc voilà quelques petits exemples qui nous permettent d'être de bons citoyens. Alors, elle a dit assez de choses et je crois que certains doivent déjà se retrouver à travers certains exemples donnés. Alors, Emmanuela, comment poser un acte ou une action citoyenne? Des astuces, parce que c'est ce que j'ai annoncé à l'entame de la chronique, de la rubrique. Alors, il y a des astuces qui sont déjà passées dans la question précédente. Oui. Mais à ce niveau, je vais vanter les mérites du mouvement, le nouveau type de citoyen. Je vais commencer par là et aller à des exemples plus concrets. Très rapidement. Les 5 piliers de mouvement nouveau type de citoyen, si nous essayons de les respecter, nous serons d'excellents citoyens. Essayez de connaître les textes et lois de notre pays. Essayez de connaître les programmes de développement de notre pays. Collaborer avec les autorités pour pouvoir résoudre les problèmes de notre communauté. Être un citoyen qui valorise les comportements patriotes et éthiques et moraux. Et enfin, être un expert dans son domaine. Connaître très bien le domaine dans lequel nous évoluons. Quand on va au-delà de ça, il y a des astuces terre à terre. Il y a la Jeune Chambre internationale Bénin, qui a une organisation de jeunesse qui est répandue dans les 77 communes du Bénin, qui a 47 organisations locales. Vous pouvez militer dans cette association qui vous donne les outils pour être un bon citoyen, un citoyen actif et un bon leader. Nous avons le mouvement Nouveau Type de Citoyen avec les principes que j'ai déjà présentés, qui a des cellules locales, les clubs NTC dans plusieurs communes de notre pays. Si nous sommes intéressés, il nous suffit juste d'aller sur le site de NTC ou d'appeler les numéros de NTC pour nous informer et pouvoir nous inscrire dans le club NTC de notre commune ou de notre localité. Et beaucoup de citoyens, beaucoup de téléspectateurs ont d'ailleurs demandé ça. Ou est-ce que telle localité a de clubs et tout? On va répondre à tout ça dans l'émission spéciale. Ok. Au-delà de ça, nous avons les cellules de participation citoyenne qui ont été mises en place depuis 2008 progressivement par Social Watch Bénin et l'ONG Alcré. Dans les 77 communes du Bénin, nous avons les cellules de participation citoyenne. Il suffit juste de se rapprocher d'une mairie et de demander le coordonnateur de la CPC ou un membre de la CPC. Vous pouvez aller travailler avec les CPC. Il y a le RFLD, il y a les You Reporters qui sont là. Qui ont été, il y a tellement d'initiatives, d'espace d'éclosion de la citoyenneté que nous avons et que nous n'exploitons pas forcément, surtout pour les jeunes. Peut-être pas ignorance, pas manque d'informations, mais je crois que là, voilà l'opportunité. Voilà l'opportunité. Et si vous avez besoin de ces informations, n'hésitez pas à écrire à l'ONG NTC. Vous aurez toutes les informations nécessaires pour pouvoir être de bons citoyens, afin que notre Bénin rayonne davantage. Merci beaucoup, Emmanuela Rekwazo. Ce sera tout pour votre intervention dans l'émission Le Nouveau Type de Citoyen aujourd'hui. Mesdames et messieurs, on vous remercie pour l'attention. Ce n'est pas terminé, restez avec nous. Tout de suite, la toute dernière rubrique, changement de mentalité.
Alors, nous sommes avec Olukayode Olofinji. Je l'ai annoncé à l'entame de l'émission. Elle parle de la peur de l'échec. Olukayode, merci d'être là ce soir. Bonsoir. Bonsoir Heureuse, merci de me recevoir. Bonsoir chers téléspectateurs. Ce soir, effectivement, nous parlons de la peur de l'échec. C'est quelque chose qui Est-ce que c'est pas normal d'avoir peur d'échouer? C'est normal. Ah ben voilà. C'est normal et c'est humain. Ah ben c'est voilà. normal et c'est humain. Lorsque nous entamons une chose, nous espérons un résultat donné. Oui. Mais souvent, il y a des obstacles qui font que ce résultat qu'on attendait, ce n'est pas ça qu'on voit finalement. Et lorsque nous avons plusieurs de ces cas qui se répètent, ça fait que une peur commence quand même pas à s'installer par rapport au fait d'essayer de nouveau. Et on a peur d'essayer de nouveau. Le problème, c'est à quel niveau? C'est lorsque cette peur nous empêche de tenter de nouveau. Oui. Nous Alors, bloque. voilà, nous bloque, au fait, constitue un blocage qui nous empêche d'avancer. Alors, si c'est que nous comprenons quand même mieux pourquoi, qu'est-ce que c'est que l'échec, nous pourrons alors surpasser cette peur-là. Parce que, comme je l'ai dit, cette peur peut venir d'échecs répétitifs. Elle peut venir d'une image biaisée de soi due à quelque chose qui s'est passé il y a des années de cela. Voilà. Mais si c'est que nous revenons au fait de comprendre réellement, mais cet échec-là, quel est le bien fondé, qu'est-ce qu'on peut gagner, alors nous pourrons simplement quand même avancer. Alors, vous avez un message à l'endroit des citoyens NTC? Parce qu'ils sont nombreux, hein? Ils sont nombreux, surtout les élèves qui ont eu à passer des examens, des étudiants qui ont eu à passer des examens, qui malheureusement n'ont pas connu du succès. Certains se bloquent, ou sont bloqués, ou carrément décident de passer à autre chose, ce qui ne doit pas être le cas, voilà. Alors, comme je l'ai dit, il faut mieux comprendre qu'est-ce que l'échec. C'est-à-dire que lorsqu'on voit l'échec, c'est ne pas avoir le résultat que je veux. Mais ne pas avoir le résultat que je veux, c'est considéré comme un échec pour moi parce que j'espérais ce résultat-là. Mais est-ce que c'est vraiment un échec? Mais c'est que nous regardons, nous pouvons voir que ces différents échecs, où à chaque fois que ça ne marche pas comme je veux, c'est en fait en réalité un processus d'apprentissage. C'est ça, parce que c'est de l'expérience que vous êtes en train d'acquérir. Voilà, exactement. Parce que lorsque nous prenons tous ceux qui ont quand même réussi, qui ont eu à la fin des résultats qu'ils recherchaient, par exemple Michael Jordan, l'école du basketball, qui dit « J'ai échoué encore et encore dans ma vie et c'est pourquoi je réussis ». Ça veut dire que c'est vrai, il a eu à échouer, tout comme de nombreux jeunes qui échouent peut-être des examens et autres. Mais à partir de cet échec, il apprend. Parce qu'une fois que nous échouons, nous pouvons maintenant analyser et voir, mais qu'est-ce qui n'a pas marché et essayer de mieux faire. Donc, en réalité, l'échec nous permet, c'est comme un tremplin qui nous permet d'aller de l'avant. Et si nous regardons le processus par lequel un enfant apprend à marcher, il doit tomber encore et encore avant de pouvoir marcher. Mais si c'est que ces étapes de petits échecs ne sont pas validés, ce n'est pas possible pour lui de pouvoir marcher à la fin. Donc, si c'est que nous voyons l'échec comme quelque chose d'instructif qui nous amène plutôt finalement à ce que nous voulons, et si c'est que nous savons maintenant cette nouvelle manière de voir par rapport à l'échec, facilement, c'est vrai que c'est douloureux, mais nous pourrons l'accepter et apprendre de cela pour pouvoir aller de l'avant. Merci beaucoup. Merci à vous, Olukayode Olofinji. Mesdames et messieurs, ben voilà qui est dit. L'échec, en quelque sorte, c'est une expérience que nous sommes en train d'avoir lorsque nous échouons. Et nous ne devrons pas, en fait, avoir peur d'échouer. C'est vrai que c'est difficile. Je reviens toujours au niveau éducatif. Ceux qui sont dans la même classe que vous passent à une classe supérieure. Mais il faut dire que vous, à votre niveau, vous êtes en train d'avoir encore plus d'expérience en la matière, dans certains domaines, dans certaines matières. Et que malheureusement, peut-être, ils n'ont pas encore. Ce sera tout pour votre émission, Le Nouveau Type de Citoyen. Nous vous remercions beaucoup pour votre attention. On va se dire à très bientôt. À très bientôt. Mais rejoignez-nous sur les numéros WhatsApp 97 41 42 67, sur Facebook, sur Twitter, sur la chaîne YouTube également et le site Internet. D'ici là, portez-vous très bien.